Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie, voilà, d'une pathologie cardiaque. D'abord, je vous remercie d'être tous connectés. Je vous remercie d'être là pour notre MedTalk de la semaine où nous pensons médecine et nous parlons clinique. Nous sommes sur MedTalk et la présentation, elle sera faite par moi, Elena, 3e année de médecine, et le sujet, c'est l'endocardite infectieuse. Voilà, en sommaire, on va d'abord définir l'endocardite. On va définir parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose dont on ne connaît pas, même ne fût-ce que la définition, il faut qu'on la connaisse. Ensuite, on va voir les épidémiologies, facteurs de risque, la physiopathologie, la clinique, très important pour le médecin, le diagnostic positif, entre parenthèses, de Dieu, qu'on verra ça par la suite. Examen complémentaire, c'est ce qui va permettre d'établir un diagnostic, ce qui va confirmer le diagnostic. Ensuite, les complications, traitement et prévention. OK, on a fait connaissance, on sait de quoi il s'agit. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, petit rappel, c'est une pathologie cardiaque. Ça touche une couche du cœur, l'une des couches du cœur. On va d'abord se rappeler, c'est quoi le cœur? Voilà. Le cœur, c'est un organe noble et vital constitué de 3 couches, dont l'une de ces couches est touchée par l'endocardite infectieuse. On a le myocarde, c'est celui-là qui va propulser le sang dans le corps. Ensuite, on a l'endocarde, la couche qui est touchée par l'endocardite. Elle, c'est une tunique interne du cœur. On a le péricarde aussi, la couche la plus externe du cœur. Maintenant, quand c'est un peu, c'est quoi le cœur? Quand on connaît les différentes couches du cœur, au moins on sait que l'endocarde n'est pas située au niveau du pied. On sait que c'est au niveau du cœur. Voilà, on va définir la pathologie. Donc, l'endocardite infectieuse, c'est une définition simple à retenir aussi, c'est important. C'est juste l'inflammation de l'endocarde suite à des germes. Il faut retenir que cette inflammation-là ne survient pas juste comme ça, non. Elle survient sur un cœur qui est déjà malade, c'est-à-dire un cœur qui présente déjà une pathologie. On va dire que l'endocardite, c'est un peu comme un saprophyte, c'est-à-dire si le cœur n'était pas malade, on ne devait pas avoir une endocardite infectieuse. C'est parce que le cœur a une maladie de base que l'endocardite infectieuse, voilà, a apparu. Donc, on va voir, on dit ici, l'infection est le plus souvent en rapport avec une atteinte des valves cardiaques. Oui, c'est souvent les valves qui sont touchées, malheureusement, causées par des micro-organismes. Micro-organismes, on a bactéries ou champignons. Quand on parle de bactéries, normal qu'on dit infectieuses, donc clair, qui se fixent sur une lésion endocardique. C'est-à-dire, il y a déjà une lésion sur l'endocarde. À la base, l'endocarde est déjà malade, il a déjà été lésé. Donc, c'est juste là où les bactéries là, et les champignons vont venir se fixer. Ou un appareil matériel. On va voir pourquoi un appareil matériel par la suite. Je ne vous spoil pas. Nous sommes qu'au début, c'est très intéressant. Étranger, entraînant la formation de végétation et des complications cardiaques et systémiques. Après la définition, on va aller sur les épidémiologies et les facteurs de risque. L'épidémiologie de cette maladie, c'est une maladie très rare, gloire à Dieu, que ce soit une maladie très rare. Mais qui dit maladie très rare, ça veut dire qu'elle existe, juste qu'elle est rare. Donc voilà, c'est pas gagné du tout. Ensuite, le malheur encore, c'est qu'elle touche les personnes âgées et surtout plus les hommes que les femmes. Donc les gars, prenez soin de vous. C'est important. Et on a dit plus les hommes que les femmes, ça ne veut pas dire que ça ne touche pas la femme. Donc nous aussi les filles, prenons soin de nous, c'est important. Elle touche environ 2 fois plus les hommes que les femmes. Très souvent causée par le staphylocoque. Le staphylocoque, c'est la bactérie la plus incriminée. Voilà pourquoi j'ai mis le plus, c'est pour dire que c'est celle-là même qu'on pointe du doigt, c'est celle-là qu'on reproche de tout. Oui, c'est elle, c'est le staph, la bactérie la plus incriminée. On note aussi le streptocoque, autant pour moi, le streptocoque, bactérie de la sphère ORL. Ça laisse déjà penser des choses, mais mieux, on va aller au niveau des facteurs de risque pour avoir plus d'éclaircissement. Aller au niveau des facteurs de risque, et c'est plus intéressant encore, parce que là, on voit que les facteurs de risque sont repartis en 2 parties. Dans la définition, on a dit que
c'est sur un cœur qui est déjà malade, c'est-à-dire un cœur qui est déjà lésé. Donc, si le cœur n'est pas malade, on ne peut pas penser premièrement à une endocardite infectieuse. Voilà pourquoi ici, c'est réparti en deux groupes, les facteurs de risque. On a les cardiopathies à haut risque, c'est-à-dire quand tu as ça, tu es exposé direct d'emblée à une endocardite. Et on a les facteurs de risque, des cardiopathies à risque intermédiaire, excusez-moi. Dans les cardiopathies à haut risque, on note la prothèse valvulaire. Il faut noter que le staphylocoque, lui, c'est une bactérie, c'est une bactérie, autant pour moi, qui est présente dans le sang lorsque on a des implants. Quand je parle d'implants, je ne parle pas d'implants mammaires, peut-être que oui, mais je parle plus des valves, voilà, artificielles. Voilà voici pourquoi vous voyez cette image-là. C'est une valve artificielle. On a des cathéters. En tout cas, on a tout ce qui est étranger. Voilà pourquoi dans la définition, on a mis matériel. C'est-à-dire, ça va se fixer sur un matériel étranger. C'était à cause du staph. Parce qu'une fois qu'il y a la présence d'un matériel étranger à notre corps, à notre organisme, étranger à notre organisme, direct, ça peut entraîner l'entrée des staphylocoques. Ensuite, on a des antécédents d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire une personne qui a déjà fait une endocardite une fois est susceptible encore de la refaire. Donc, c'est très important. Et on a les cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées. Dans les cardiopathies congénitales, ce sont des malformations cardiaques avec lesquelles on naît. Et souvent, elles doivent être opérées. Si elles sont non opérées, ça peut conduire à une endocardite infectieuse. Voilà un peu. On a la tétralogie de Fallot, c'est un exemple de cardiopathie congénitale. Ensuite, on vient à cette colonne et là, on parle des cardiopathies à risque intermédiaire ou bien à risque, voilà, à faible risque, on peut le dire aussi. Ici, on a les valvulopathies, on a des insuffisances aortiques, insuffisances mitrales et des rétrécissements aortiques. Tout ça, ce sont des cardiopathies à risque intermédiaire ou à faible risque pouvant entraîner une endocardite infectieuse. Entre-temps, on a le prolapsus mitral ou avec une insuffisance mitrale ou épaississement valvulaire. En fait, le prolapsus valvulaire, lui, c'est quoi? C'est lorsque la valve n'arrive pas à bien se fermer, ou bien on peut dire un ballonnement de la valve. Donc, ça aussi, c'est susceptible d'entraîner une endocardite infectieuse. Et on revient encore sur les cardiopathies congénitales cyanogènes, sauf risque de communication interatriale. Après, on passe et on a la physiopathologie. La physiopathologie, c'est comment l'endocardite infectieuse va s'installer. On a dit qu'elle s'installe sur un cœur qui est déjà malade, c'est-à-dire l'endocarde est déjà touché. Donc, elle va juste venir profiter du mauvais état du cœur. Donc, en gros, l'endocardite va faire suite à une lésion de l'endocarde qui va conduire à un thrombus fibrinoplaquettaire. Fibrinoplaquettaire, c'est simplement un caillot sanguin composé de fibrine et de plaquettes. Alors de là, les germes qui s'étaient accumulés, parce que lorsqu'on parle de thrombus, on a une accumulation du sang. Et lorsque le sang s'accumule, lui, il est susceptible d'emmener des bactéries et ces bactéries vont coloniser toute la végétation qui s'était déjà formée sur l'endocarde malade. Donc, de base, l'endocarde, là, était malade, certes, mais n'avait pas un risque infectieux. C'est juste des bactéries qui proviennent du sang par des portes d'entrée qu'on va voir tout à l'heure, qui vont venir coloniser cette végétation-là et entraîner une endocardite infectieuse. En gros, l'endocardite infectieuse sont plus causées par des cardiopathies. Donc, les cardiopathies prédisposent à une endocardite infectieuse. Je pense que jusque-là, c'est bon. J'espère que ça va parce qu'on va encore aller dans un point très intéressant. Je sais que ça va vous intéresser aussi parce que moi, ça m'intéresse. On va aller à la clinique. Très important pour nous en médecine. On en a vraiment besoin parce que c'est ce qui nous permet de poser un diagnostic. Pas de poser, mais nous oriente vers un diagnostic. Alors, sur la clinique, on a quoi? On a des signes généraux, cardiaques et des signes périphériques. Signes généraux, on a, voilà, la fièvre élevée.
le patient va venir, il va présenter, voilà, il va dire que j'ai une forte fièvre, quand vous allez prendre la température, elle est vraiment élevée. On a des frissons, la fatigue et la sueur nocturne. Le patient va relater qu'il transpire beaucoup la nuit. Il se réveille, il est peut-être mouillé de sueur, il transpire. Ce sont les signes généraux. On a aussi les signes cardiaques, vu que c'est une pathologie cardiaque. Donc, forcément, il y a un retentissement sur le cœur qui se manifeste même physiquement. Donc, on a apparition des modifications du souffle du cœur. On va avoir un souffle du cœur totalement modifié ou bien apparition d'un nouveau souffle cardiaque en faveur d'une insuffisance cardiaque. On a les symptômes d'une insuffisance cardiaque qui sont là, œdème, essoufflement à l'effort. Ensuite, on a des signes périphériques vraiment très intéressants. Il y a des belles images que vous aurez à voir par la suite sur ces signes périphériques. On a des signes vasculaires, purpura pétéchiale de la muqueuse buccale. Je vais vous montrer l'image et vous allez voir que c'est vraiment caractéristique, on peut dire. C'est vraiment caractéristique et c'est rare. Donc, les plaques érythémateuses palmo-plantaires de Janeway, aussi vous allez la voir. Vous allez les voir, ces plaques. On a des signes périphériques immunologiques, taches de Roth au fond d'œil. Fond d'œil, c'est un examen qu'on fait souvent à l'hôpital lorsqu'on suspecte certaines pathologies. On a le feu Panery-Dosler et on peut aussi noter la présence de splénomégalie. On va aller regarder les images parce qu'on a trop vu les écrits, il faut qu'on voie les images. Alors, voici la lésion de Janeway. Elle est là, elle est spécifique, elle n'est pas douloureuse, indolore, et elle est plus souvent localisée et très souvent localisée au niveau de la paume de main. Quand je dis paume de main, on monte un peu au niveau des doigts. Voilà, ce sont des taches comme ça. Ce sont des taches comme ça, rougeâtres, au niveau des doigts. Le patient voit, oui, j'ai une tache, j'ai des taches qui me sont apparues au niveau des doigts. Et on a aussi ici, au bas des orteils, c'est non indolore, c'est pas douloureux. Donc, il fait en sorte que lorsque le patient marche, ça ne fait pas mal. Donc, il ne va pas se baisser pour regarder j'ai quoi au niveau de mon orteil. Donc, c'est un peu ça. Voici la lésion de Janeway. Et là, on a le purpura pétéchial. Le purpura pétéchial, c'est ça. Ce sont comme des irritations, ce sont comment on appelle ça? Des lésions érythémateuses, voilà. Ce sont des lésions érythémateuses qui ne s'effacent pas à la vasopression au niveau buccal. J'espère que vous les voyez bien. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir si je zoome. Voilà, elles sont là, elles sont là, elles sont là aussi. Elles sont un peu partout. Voici à quoi ressemble le purpura pétéchial dont on a parlé là-bas. Et la tache de Roth après fond d'œil. Lorsqu'on fait un fond d'œil, on observe ça comme du sang coagulé. Ça laisse penser à une endocardite. Ça laisse penser à une endocardite, c'est là. Tu fais le fond d'œil et tu remarques ça. Ensuite, on a le faux Panery-Dosler ici. On va continuer, on va faire vite. Mais avant, on a un message important. Les situations suivantes devraient également faire penser à une endocardite infectieuse. On note une fièvre plus un souffle cardiaque ou encore une fièvre plus un AVC. Si on a ça, il faut qu'on mette parmi les diagnostics qu'on aura à évoquer une endocardite infectieuse. On va progresser et arriver aux étiologies. Les étiologies, on a dit c'est d'origine bactérienne, c'est-à-dire que ce sont des bactéries ou des champignons qui sont en cause de la maladie. Alors, le coq aureus, le plus fréquent, la base, le tenant en titre de la maladie de l'endocardite infectieuse, c'est le staphylocoque aureus. Ensuite, on a le streptocoque viridans, l'entérocoque, les bactéries du groupe A sec. Voilà, on note les hémophilus. Vous allez remarquer que A sec, c'est juste les premières lettres de ces bactéries-là. Voilà pourquoi on dit les bactéries du groupe A sec. Donc, on a hémophilus, actinobacillus, cardiobacterium, on a Kengela. Il y a aussi des causes fongiques. On a Coxiella burnetii ici, celle qui peut donner une culture négative.
On va expliquer ça devant. Ce sera très intéressant. Ensuite, on a le diagnostic positif. Le diagnostic positif, c'est-à-dire si tu as ça, ton cerveau te dit déjà que tu es sur la bonne voie pour une endocardite infectieuse. Alors, c'est quoi les critères de Duke? C'est juste un ensemble de critères cliniques, biologiques, échographiques qui vont nous permettre de poser le diagnostic d'une endocardite infectieuse. C'est-à-dire, tu seras capable de dire ça, c'est sûr, je suis devant une endocardite infectieuse. Ça, c'est probable que je sois devant une endocardite infectieuse, ou bien non, j'exclus le diagnostic d'une endocardite infectieuse. C'est ça les critères de Duke. Ils nous orientent vraiment sur le diagnostic. Il faut noter que les critères de Duke sont divisés en deux groupes. On a les critères majeurs et les critères mineurs. Critères majeurs, on note la culture positive. La culture positive, c'est-à-dire, on a parlé de bactéries, donc on a des hémocultures à faire. Donc, si on a 2 hémocultures positives en rapport avec des germes typiques d'une endocardite, on peut s'orienter vers une endocardite infectieuse. Dans le streptocoque viridans, staphylocoque aureus, les bactéries du groupe A-sec. Donc, j'ai redit encore que A-sec, c'est juste les premières lettres des noms des bactéries. On les a cités dans les étiologies. Ça permet de retenir. Lorsqu'on utilise A-sec, ça permet. Hémoculture positive pour des germes susceptibles d'entraîner une endocardite infectieuse. 2 cultures prélevées à au moins 12 heures d'intervalle. On a une hémoculture positive, à Coxiella burnetii. Coxiella burnetii, elle, c'est une bactérie qui, lorsqu'on la cultive, elle peut prendre des heures. Elle n'a pas le même temps que le staph ou le streptocoque. C'est-à-dire, elle, si tu la cultives et tu veux aller dans le même temps que le streptocoque ou le staph, tu vas constater que Coxiella burnetii va sortir négatif. Alors que le patient, lui, présente, il a été infecté par Coxiella burnetii. Mais vu qu'il sort négatif, tu vas penser que non, il n'a pas Coxiella burnetii, c'est pas Coxiella burnetii qui est en cause de la maladie, or que c'est bien elle, parce qu'elle a un temps plus long de culture. Voilà pourquoi, tout à l'heure, on a mis qu'elle peut sortir parfois négative lors de la culture. Donc, critères majeurs, on a aussi les images en faveur d'une endocardite infectieuse. On a l'échographie du cœur, échocardiographie, bien sûr. Donc, lorsqu'on va faire ces examens, on va trouver un abcès, un pseudo-anévrisme, fistule, un intracardiaque, une perforation ou un anévrisme valvulaire ou une désinsertion prothétique. C'est-à-dire que tu avais une prothèse ou le patient, on est là en termes de clinique, donc le patient vient et puis lorsque vous faites cette échocardiographie, vous remarquez qu'il y a une prothèse qui est en train de s'enlever, genre elle ne tient plus, elle est instable. Ça permet de voir tout ça, l'écho-endocardiographie, excusez-moi. Ensuite, on a autres imageries, le PET scan, la scintigraphie, TDM cardiaque, évoquant des lésions en faveur d'une endocardite infectieuse. Donc là, on est juste sur les critères majeurs. Dans les critères majeurs, on a vu que on avait la culture, le premier critère, la culture, toujours faire des hémocultures. Et ensuite, on a les images, c'est-à-dire les échographies, échocardiographie. Ce sont les 2 critères majeurs qu'on a jusqu'à là. Ensuite, on passe aux critères mineurs. S'il y a son majeur, c'est qu'il y a son mineur. Donc, on est sur les critères mineurs maintenant. Et on a une atteinte cardiaque à risque. Tout à l'heure, dans la définition, on a pu souligner que c'est lorsque le cœur est déjà malade. Donc, tu ne peux pas avoir un cœur sain et puis être exposé à une endocardite. Non. D'après les études qui ont été menées jusqu'en 2025 par les médecins, les scientifiques, les experts, pour le moment, ils n'ont pas dit que si tu as une endocardite, tu peux avoir une endocardite même si ton cœur est sain. Non, c'est juste des atteintes cardiaques qui prédisposent à un risque d'endocardite. Ensuite, on a la toxicomanie. La toxicomanie par voie intraveineuse. Je ne sais pas si j'ai souligné ça lorsqu'on a parlé de l'épidémiologie, mais je vais quand même réitérer. La toxicomanie par voie intraveineuse, ce sont des personnes qui se droguent et qui s'injectent des drogues
Voilà, qui s'injectent des drogues. On parle des portes d'entrée. On a dit qu'il y aura des bactéries qui vont circuler dans le sang, mais ces bactéries-là ne circulent pas juste de façon anodine qu'elles se sont retrouvées là. Non, elles ont été introduites par des voies. Donc, on a la voie intraveineuse. Quelqu'un, il prend une seringue, il se pique et voilà, on a le staph qui rentre. Ou on a une bactérie Coxiella qui rentre. Coxiella burnetii, vu qu'on a dit le staph, c'est lorsqu'on a des implants ou un matériel étranger dans le corps. Donc, la toxicomanie aussi expose à une endocardite infectieuse. Mais à la base, tu dois avoir un cœur qui est malade. Là, on est d'accord là-dessus. Ensuite, on a la fièvre supérieure à 38. Ça, c'est un critère mineur aussi. Les phénomènes vasculaires, ça renvoie un peu au phénomène périphérique qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé de purpura pétéchiale. On a des embolies systémiques, la lésion de Janeway. Phénomène immunologique, glomérulonéphrite, excusez-moi, tache de Roth, le faux Panary d'Osler. Et on a des évidences microbiologiques claires. On parle de bactéries, ça fait intervenir aussi la microbiologie, les cultures ou sérologie. Là, on est dans les critères mineurs. Et ensuite, on a vu les critères mineurs, on a vu les critères majeurs. Mais ça va nous aider à quoi? Certes, ça va nous aider à poser le diagnostic, mais comment on pose le diagnostic? Est-ce que juste quand je vois que j'ai une tache de Roth, je dis je suis devant une endocardite? Non. Est-ce que lorsque je vois juste que voilà, j'ai une fièvre, directement j'ai une endocardite? Sinon, il y a longtemps, là, nous qui avons les fièvres dans nos pays subsahariens et même ici au Maroc, quand tu fais une fièvre, tu vas directement dire que j'ai une endocardite. Non, c'est pas comme ça. C'est reparti en des groupes qu'on voit maintenant. Donc, le diagnostic d'une endocardite est certain lorsque le patient, parce qu'on est en termes de clinique ici, on a un patient devant nous, lorsque le patient présente 2 critères majeurs, on est sûr, a priori, parce qu'on aura des examens complémentaires, on va voir ça, voilà, tout à l'heure. Lorsque le patient présente 2 critères majeurs, sur la liste des critères majeurs qu'on a vus, si le patient présente 2 critères majeurs, on peut dire qu'il a une endocardite. On peut dire, je suis certain que ce patient fait une endocardite. Si le patient présente un critère majeur plus 3 critères mineurs, on peut dire aussi qu'on est devant un patient qui a une endocardite. Si le patient présente 5 critères mineurs successifs, on peut dire qu'il a aussi une endocardite. Là, on parle de diagnostic certain. Donc, en fait, le diagnostic certain d'une endocardite repose sur tout ce qui a été énoncé sur ces trois caractéristiques énoncées ici. Ensuite, on a le diagnostic possible, c'est-à-dire sensiblement égal à une endocardite infectieuse. Si le patient présente un critère majeur et 2 critères mineurs, ça peut tirer un peu, on peut dire que oui, on peut penser à une endocardite. On n'efface pas le diagnostic d'endocardite infectieuse, on le garde. Et ce sont les examens complémentaires qu'on verra par la suite qui vont nous aider parce qu'on sait que les examens complémentaires, c'est ceux-là qui viennent appuyer sur le diagnostic pour dire que ça, c'est telle maladie. Ensuite, si le patient a 3 critères mineurs, aussi c'est possible qu'il ait une endocardite. Après, on vient à un diagnostic exclu, c'est-à-dire là où tu vas dire que non, ce patient ne fait pas une endocardite. Premièrement, c'est s'il y a un diagnostic différentiel qui explique les signes cliniques. On a vu les différents signes cliniques qu'un patient qui fait une endocardite présente. Maintenant, s'il y a un autre diagnostic qui peut expliquer ces signes cliniques-là, c'est-à-dire qui peut expliquer les taches au niveau de la paume, au niveau du dos des doigts, les taches au niveau du bas des orteils. Si on a un autre diagnostic qui peut expliquer cela, on exclut le diagnostic d'une endocardite infectieuse. On exclut l'endocardite infectieuse. Ensuite, si les manifestations histologiques ou cliniques sans traitement disparaissent, c'est-à-dire le patient n'a rien pris. Il n'a pas pris d'antibiotiques, même Doliprane, il n'a pas pris. Mais les taches qu'il avait ont commencé à disparaître. Le faux Panary d'Osler, normalement qui laisse penser à une endocardite, a disparu. Là, on peut dire que ce n'est pas une endocardite parce qu'on verra par la suite que l'endocardite, elle, on la traite avec un traitement
très prolongé et très fort, très lourd en tout cas. Donc, si ça disparaît sans traitement, c'est que ce n'est pas une endocardite. Ensuite, si ça disparaît aussi après avoir eu une antibiothérapie de moins de 4 jours, on exclut aussi une endocardite infectieuse parce qu'on le verra devant et je l'ai déjà dit que l'endocardite infectieuse nécessite un traitement très long. Donc, maintenant qu'on a vu les critères de Duke, on a vu comment dire ça c'est une endocardite, ça c'est possible que ce soit une endocardite, ça c'est pas une endocardite. On va passer... ici, là, j'ai juste mis un tableau. C'est le résumé des critères de Duke. C'est très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu ce qu'on a vu ici, mais dans un tableau. Voilà, donc je vous conseille de le lire. C'est très intéressant. On va passer aux examens complémentaires. L'ami fidèle des médecins, l'ami fidèle des personnels de santé. Les examens complémentaires. Ce sont eux qui vont nous aider à dire oui, j'avais raison, il a une endocardite. Non, il n'en a pas. Les examens complémentaires, c'est quoi? Les examens requis sont l'hémoculture, la base. Lorsqu'on parle de bactéries, on pense à faire une hémoculture, même pas une, 3 paires au moins, parce que à la première hémoculture, ça peut sortir négative. Donc, il faut faire 3 hémocultures, au moins. Sinon, tu peux faire plus. Si tu as le matériel aussi à disposition, c'est bon. On a, voilà, 3 paires d'hémoculture, anaérobie, aérobie, avant l'antibiothérapie. Pourquoi c'est précisé avant l'antibiothérapie? Parce que si tu prescris l'antibiotique, si tu donnes un antibiotique à un patient qui présente une endocardite infectieuse ou bien même une autre bactériémie qui présente, voilà, une pathologie et tu lui donnes un antibiotique avant de faire la culture, vous allez remarquer que la culture peut sortir négative parce que l'antibiotique allait faire son travail. Hein. Son travail, lui, c'est éliminer le germe en cause de la pathologie. Donc, il part, il commence à éliminer. Et toi, quand tu fais la culture, il sort négatif. Tu vas dire que non, il n'a pas une endocardite, mais non, le patient était sous antibiothérapie. Donc, il faut faire l'hémoculture avant de prescrire une antibiothérapie. Ensuite, on a l'échographie transthoracique et transosophagienne. On a d'autres examens aussi, l'NFS, numération formule sanguine. On a le CBU, l'examen cytobactériologique des urines, on a l'ECG, TDM cardiaque, PET scan, scintigraphie. Tout ceci, on va voir devant parce qu'il y a des complications. Donc, lorsqu'on fait tous ces examens-là, ça nous permet de voir aussi quel autre organe a pu être touché par cette pathologie. Donc, l'examen complémentaire, l'ami fidèle du personnel soignant, très important lorsqu'on parle de bactéries. Hémoculture, toujours la base, 3 paires au moins. Et il ne faut pas que le patient soit sous antibiothérapie. Il faut d'abord faire l'hémoculture et après faire une antibiothérapie. Donc, on passe aux complications. Vous voyez la nécessité de faire d'autres examens comme le PET scan, le CBU et autres, parce qu'on a des complications. Et les complications, le plus souvent, elles touchent aussi d'autres organes. Le rein peut être touché. Donc, on a des emboles systémiques conduisant à des AVC. Ça peut toucher d'autres organes. On a des chocs septiques, des abcès septales, des anévrismes mycotiques, des métastases septiques. L'infrastructure rénale. Donc, tu vas dire que c'est mon cœur qui est malade. Non, ça peut toucher ton rein. Tu vas dire que c'est mon cœur qui est malade. Non, la rate aussi est touchée. Donc, voilà. Message important, parce que c'est une maladie du cœur, une maladie grave, très rare. Donc, à chaque fois qu'on avance, on a des messages importants. Donc, message important à retenir, c'est que toute fièvre inexpliquée chez un patient ayant une valvulopathie peut être une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Valvulopathie, maladie, les valves sont touchées. Il vient, il a une fièvre. Il dit peut-être qu'il porte, voilà, il a une valve artificielle. Il faut penser à une endocardite infectieuse. Et aussi, lorsqu'on a vu, on a parlé des portes d'entrée, souvenez-vous. Les portes d'entrée, on a dit que, voilà, c'est le port de tout ce qui est artificiel à l'intérieur de nous. Ça peut conduire à l'entrée du staph. On a dit aussi les injections pour les toxicomanes. C'est une porte d'entrée parce qu'il faut noter que toutes ces bactéries sont transportées dans le sang. Hein. C'est le sang qui est la Mercedes de ces bactéries. Donc, il faut noter que toute porte d'entrée peut
permettre à une bactérie de s'infiltrer. Donc aussi, on a parlé du niveau buccal. Niveau buccal, on a dit que c'est le streptocoque. Donc, il faut qu'on se brosse les dents. Il faut qu'on veille sur les caries et autres. On a dit brossez-vous les dents après chaque repas. Il faut le faire. C'est très important parce que ça peut conduire aussi à une endocardite. N'oubliez pas, chez un patient qui a déjà une maladie du cœur à la base, c'est-à-dire son cœur n'est pas sain, son cœur est malade. Donc, il est important de souligner ça aussi. Ensuite, on a le traitement et les mesures prophylactiques. On avance bien jusqu'à présent. J'espère que vous arrivez un peu à me suivre. Traitement. Le traitement, c'est une antibiothérapie. Oui, c'est une antibiothérapie. On parle de bactéries. Ce sont des antibiotiques qui sont prescrits. Et comme j'ai dit au préalable, j'ai dit que ça nécessite un traitement prolongé de longue durée. Voilà. Traitement prolongé et à forte dose, prescrite de manière empirique, puis adaptée en fonction du germe mis en évidence. Si c'est le staph qui est en cause, tu ne vas pas donner un antibiotique, l'antibiotique qui est censé venir peut-être détruire Coxiella, parce qu'on sait que le staph, il a développé des résistances. Chaque bactérie développe sa résistance. Il veut se défendre. Nous aussi, on veut se défendre. Donc, chacun développe ses armes. Les bactéries ont développé pour elles aussi. Donc, il faut prescrire une antibiothérapie en fonction du germe qui a été mis en évidence. On a un exemple de traitement ici. Le traitement, il est vraiment adapté au germe. Donc, voilà pourquoi on n'a pas trop insisté sur le traitement. Mais on a un exemple de traitement. On a bêta-lactamine plus aminoside. Si l'endocardite est localisée au niveau des valves natives. Ensuite, le traitement peut être chirurgical si voilà, les lésions sont sévères et nécessitent une intervention urgente. On passe à la prophylaxie. La prophylaxie, c'est vraiment le médicament le plus efficace. Ça, là, si vous avez une bonne prophylaxie, peu importe la maladie, je ne pense pas qu'elle vous atteindra. Mais malheureusement, en tant qu'étudiante, c'est souvent compliqué de suivre les mesures prophylactiques. Mais bon, on va essayer. Donc, les mesures de prophylaxie ici, on note le soin dentaire. Voilà, on a dit, partout là où il y a des portes d'entrée, il faut qu'on prenne soin. Donc, partout là où il y a une porte d'entrée, tu dois t'assurer que là, je prends soin de ces portes d'entrée, je les ferme. On va prendre cette illustration. J'ai la clé et je ferme cette porte pour pas que la bactérie rentre. Parce que si tu ne la fermes pas à clé, la bactérie, elle est puissante. Elle va juste pousser la porte, elle va s'ouvrir et elle va rentrer. Donc, on ferme les portes d'entrée. Et comment on ferme les portes d'entrée aux bactéries? On les ferme en prenant soin de ces portes d'entrée. La clé des portes d'entrée, ce sont les soins. Donc, on a soin dentaire, il faut se brosser les dents après chaque repas. Il faut, voilà, quand tu pars chez ton dentiste, ça c'est pour ceux qui ont déjà les cardiopathies, on va voir ça devant, donc je vais laisser ça. Mais sinon, il faut prendre soin de nos dents. Quand tu souris aussi, tu as un beau sourire. Ça permet aussi de la personne qui est à côté de toi puisse se réjouir, tu sais pas. Le sourire, ça fait des choses. Donc ensuite, on a les cathéters, retrait de cathéter veineux, pour le staph, lui qui est souvent présent lorsqu'on a un matériel étranger dans le corps. On a le traitement des lésions cutanées, plaies et abcès. Tu te blesses, la plaie reste ouverte, la bactérie peut s'infiltrer. N'oublions pas, la Mercedes des bactéries, c'est le sang. Donc, et le sang, lui, passe partout. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas vascularisé, bon, si je ne m'abuse. Donc, on a les abcès. Et ensuite, on passe à l'antibioprophylaxie. Il faut noter que cette partie est réservée à des personnes qui ont des cardiopathies, des personnes qui ont déjà une atteinte cardiaque, qui ont déjà eu des atteintes cardiaques, voilà, qui ont les ports de cathéter, de prothèses valvulaires. C'est à eux qu'on leur recommande une antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, c'est quoi? C'est juste qu'on va te prescrire des antibiotiques avant une intervention dentaire, par exemple. Tu pars chez le dentiste, il veut t'arracher la dent, il veut te faire une opération dentaire. Il va d'abord te prescrire un antibiotique, une antibiothérapie que tu vas prendre avant qu'il fasse l'opération ou toute autre procédure invasive. Peu importe, si le patient a une cardiopathie, il faut d'abord donner une antibioprophylaxie.
Donc, on cite donc le port de prothèses valvulaires, les antécédents d'endocardite infectieuse, pardonnez-moi. Quelqu'un qui a déjà fait une endocardite, il peut encore refaire, donc il faut prescrire une antibioprophylaxie. On ne sait jamais. Porteur d'une cardiopathie congénitale cyanogène, on a vu les malformations congénitales là. Si une personne a ça, ça n'a pas été opéré, il faut lui prescrire une antibiothérapie avant de faire tout geste invasif, avant d'introduire quelque chose dans son corps. Parce qu'on a dit la Mercedes, c'est le sang. Donc, quand tu te mets à opérer quelqu'un qui te dit que j'ai déjà souffert, voilà, des valvulopathies et tu l'opères comme ça peut être une porte d'entrée. C'est vraiment pas recommandé de faire ces gestes invasifs sans prescrire une antibioprophylaxie pour ces personnes qui ont déjà eu des cardiopathies. Donc, en dehors de ça, toute autre situation ne requiert pas une antibioprophylaxie systémique. Donc, à part les personnes qui ont déjà souffert de maladies cardiaques, les autres n'ont pas besoin d'une antibioprophylaxie. Voilà, donc tu ne vas pas prescrire une antibioprophylaxie à une personne qui a un cœur sain avant de l'opérer. Surtout sur le niveau de l'endocardite infectieuse, il n'y a vraiment pas besoin. Donc, la prophylaxie consiste donc à 2 grammes d'amoxicilline per os. Per os, c'est-à-dire tu bois. Pour nos amis, voilà, d'autres filières qui sont là, quand on dit per os, c'est-à-dire tu prends le comprimé, tu mets dans ta bouche. C'est un peu, lorsque c'est écrit substance buvable, là, c'est ça, per os. Intraveineux, c'est-à-dire on t'injecte, une perfusion, où on t'injecte juste 30 à 60 minutes avant le geste. Donc, avant de pratiquer une intervention sur une personne qui souffre déjà d'une cardiopathie, on prescrit cet antibiotique 30 minutes ou 60 minutes avant. Ensuite, si la personne est allergique au bêta-lactamine, c'est une famille d'antibiotiques. Si la personne est allergique, quand on dit bêta-lactamine, on pense à amoxicilline, il fait partie des bêta. Donc, on prescrit 600 mg de clindamycine. Pour ne pas prescrire amoxicilline ou d'autres antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, on va prescrire alors clindamycine à 60 mg. Donc, en conclusion, l'endocardite infectieuse est une maladie rare à prédominance masculine. Les gars, prenez soin de vous, qui peut être prévenue. On a vu les mesures prophylactiques. Le diagnostic est posé suite à aux critères de Duke. Donc, on a dit les critères de Duke, ce sont un ensemble de critères cliniques, biologiques, échographiques. Voilà. C'est tout ça qui va permettre de poser le diagnostic d'une endocardite infectieuse. Sans oublier les examens complémentaires, l'ami fidèle du personnel soignant. C'est très important. Sa prise en charge nécessite une approche spécialisée. Oui, on a vu que le traitement, c'est de longue durée et à des fortes doses. Donc, ça nécessite une approche clairement spécialisée. Donc, voilà, c'était tout pour cette présentation. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et ne vous inquiétez pas si vous avez des questions, et je sais que vous avez des questions parce qu'on est là pour échanger. C'était pas un cours, c'était pas du tout un cours. Même je suis étudiante, donc là ce soir on va apprendre beaucoup de choses parce que on a à notre présence des aînés, c'est-à-dire ceux qui sont en année plus avancée que nous, qui ont déjà fait cette pathologie et ils pourront nous éclaircir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions.